Bonjour Monsieur Murat. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. C'est à moi que ça fait plaisir. Ah. Beaucoup vous connaissent sur Internet sous le nom de Prince Murat, mais ce n'est pas un pseudonyme, c'est bien un titre princier. Mais d'où est-ce qu'il provient? Alors, parce que moi, c'est le maréchal Murat, Joachim Murat, et a été un des très très proches du général Napoléon Bonaparte. Il a épousé sa sœur, et quand Napoléon Bonaparte passe de premier consul à empereur des Français, Murat est automatiquement, de fait, intégré à la famille impériale, et donc devient prince de la famille impériale. Ensuite, il est fait maréchal, première promotion de maréchal, c'est le deuxième à être nommé maréchal, il me semble, juste après Berthier. Et en tout, il y aura 26 maréchaux d'Empire. Et par la suite, il va être fait grand-duc de Berg et de Clèves, il va être fait grand amiral de France, et il va surtout devenir roi de Naples. Donc en fait, le titre de prince Murat est à deux titres. Vous avez comme prince français, membre de la famille impériale, et comme prince héritier du royaume de Naples. Donc le titre italien aussi. Donc on est venu parler du bonapartisme aujourd'hui. Alors déjà, comment est-il né? Alors le bonapartisme, pour commencer, ça n'est pas Napoléon Ier. Le bonapartisme, c'est comme le gaullisme, De Gaulle ne voulait pas en entendre parler. Le bonapartisme, le terme apparaît en 1830. Donc on est 15 ans, enfin on est 9 ans après la mort de Napoléon. Et le bonapartisme, en fait, naît en 1830 et va surtout connaître un envol à partir de 1870-71, après le Deuxième Empire, après le Second Empire. Et c'est le prince impérial qui va lancer ce mouvement politique, qui va être dynastique au départ, c'est un mouvement dynastique, auquel les princes Murats sont très étroitement associés, puisque la famille impériale Bonaparte est exilée à partir de 1870. Les Murats, eux, ne sont pas exilés. Donc l'appel au peuple, qui est le nom du parti bonapartiste, va être assez rapidement en France confié au prince Murat, mais c'est évidemment le prince héritier de la famille impériale, donc en l'occurrence le prince impérial, le fils de Napoléon III, qui est le chef de l'appel au peuple, et ensuite ce sera le prince Napoléon Jérôme, qui est le fils de... ce sera le prince Jérôme Napoléon, qui est le frère de Napoléon Ier, ensuite son fils Napoléon Jérôme, et ensuite son petit-fils Victor, et enfin son arrière-petit-fils Louis-Napoléon Bonaparte, qui est mort dans les années 90, qui sera président de l'appel au peuple. L'appel au peuple passe de dynastique à républicain. Le parti bonapartiste n'est plus un parti dynastique, c'est-à-dire qu'il ne cherche plus à mettre en place un Bonaparte sur un trône impérial. Il est républicain parce qu'il va s'allier notamment avec Georges Clemenceau au début du XXe siècle. Et là, les princes Murat seront membres de la Chambre Bleue Horizon avec Georges Clemenceau. Il y aura des élus députés bonapartistes, dont évidemment le prince Murat. Il y aura des... Voilà. Et en 1939, le mouvement de l'appel au peuple, qui est donc toujours évidemment dirigé par le prince Napoléon, qui va entrer dans la résistance avec le prince Murat à ce moment-là. En 1939, le prince Napoléon décide de dissoudre en fait l'appel au peuple pour qu'il ne soit pas instrumentalisé par les nazis. Et vous savez que Adolf Hitler et le parti nazi ont cherché à instrumentaliser beaucoup la mémoire de l'empereur pendant la Seconde Guerre mondiale. Notamment, c'est eux qui ont ramené les cendres du roi de Rome, le fils de Napoléon Ier. Ils les ont ramenés en 1940, si je ne me trompe pas, aux Invalides. C'est un grand événement, évidemment, absolument aucun représentant de la famille impériale n'était là, puisque à ce moment-là, certains avaient pris le maquis, dont mon grand-père. Lui, il va se faire tuer. Mon grand-père, le prince Napoléon, lui, va survivre. Mon grand-père se fait tuer par la division Das Reich en 1944. La division Das Reich, c'est une division un peu particulière de Waffen-SS, que c'est celle qui a commis l'acte épouvantable de Wardour-sur-Glane, c'est le massacre des enfants et des habitants de Wardour-sur-Glane. Et un peu de temps après, ils vont tomber sur le prince Murat, sur le lieutenant. Il avait un nom de code dont c'est celui qui m'échappe, et il va être abattu à la mitrailleuse. Il sera par la division Das Reich. C'est cette division qui a donné son logo au bataillon Azov, non? Ouais, il me semble. Il me semble que le bataillon Azov a récupéré le logo de la Das Reich. La Das Reich, c'est un peu particulier, parce que la Das Reich, elle est composée d'Allemands, mais pas uniquement. Il y a des Français dans la Das Reich. Et c'est pas... voilà, c'est sale. Et donc mon grand-père se fait buter, se fait tuer. Le prince Napoléon, lui, fait une guerre de résistance magnifique. Survit évidemment à cette résistance, et ne réveillera jamais l'appel au peuple. Et en 2021,
L'appel au peuple est réveillé par David Saforcada et Thierry Chauffard, le 4 mai 2021, pendant les bicentenaires. Le 4 mai, par respect de ne pas l'avoir fait le 5 mai. Le 5 mai est réservé à l'empereur. Donc, par respect pour ça, ils l'ont fait le 4 mai. Et donc, depuis, c'est un parti qu'on peut qualifier de gaulo-bonapartiste, et qui est en fait l'héritier, si vous voulez, du bonapartisme d'inspiration de Napoléon III. Le bonapartisme est directement inspiré de Napoléon III. C'est là où c'est pas complètement intuitif, parce que quand on pense bonapartisme, on pense évidemment à Napoléon Ier, donc on se dit conquête, guerre, grande armée, attaque, etc., etc., alors que pas du tout. Le bonapartisme est inspiré de Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui est un espèce d'obsédé de la justice sociale. Donc, ce qui est pas ce qu'on met de façon intuitive en relation avec l'idée de bonapartisme. Mais l'important, c'est exactement ça. Ce qui est dans le génome bonapartiste, c'est vraiment la défense acharnée des intérêts nationaux, hein, de la souveraineté nationale. Le bonapartisme est évidemment un souverainisme. Hein, c'est même le souverainisme est plutôt bonapartiste, c'est plus l'inverse. Il y a le respect de l'ordre et de la loi, évidemment, qui sur tout le territoire national. Et puis, l'accès à tous pour l'instruction, la promotion et la valorisation de la méritocratie. Donc ça, c'est très important. L'usage du référendum, hein, le plébiscite, pour asseoir la légitimité du pouvoir sur l'appel au peuple, c'est le nom du parti, l'appel régulier au peuple. Alors, après, donc c'est un pouvoir qui est légitimé par une consultation populaire au suffrage universel direct de façon très très régulière. Et pourquoi? Parce que l'idée, c'est de promouvoir une méritocratie qui obéit au principe de responsabilité sociale et politique, au sens de l'article 1er de notre Constitution, enfin de la Déclaration des droits de l'homme plutôt. Dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en France, c'est marqué: les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et c'est le principe bonapartiste, c'est-à-dire que Napoléon Ier puis Napoléon III vont faire une aristocratie qui sera une aristocratie sans privilèges. Les noms sont des noms de bataille. Ça vous offre pas des terres avec des droits où vous ne payez pas l'impôt parce que vous êtes né machin, vous avez des droits particuliers. C'est pas du tout comme ça l'aristocratie non plus. Et la création de la Légion d'honneur s'inscrit dans cette idée de créer une méritocratie. Alors maintenant, la Légion d'honneur a été évidemment complètement dévoyée. Elle est distribuée de façon un peu anarchique. Alors qu'avant, elle était vraiment distribuée à des gens qui avaient beaucoup mérité de la patrie, pas uniquement à titre militaire, c'est civil et militaire. Vous pouviez avoir des grands médecins, des grands avocats, des profs, des pompiers, si vous voulez. Et donc le bonapartisme, c'est en gros, si vous voulez, l'héritier réellement le plus flamboyant du bonapartisme au XXe siècle, c'est Charles de Gaulle, qui ne fera jamais mention du bonapartisme. Et pourtant, il est clairement bonapartiste. Donc les valeurs fondamentales du prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui est un peu le fondateur du bonapartisme, ce seraient donc plutôt des valeurs sociales et démocratiques. C'est ça. Alors, c'est évidemment la logique de Napoléon Bonaparte, il l'explique dès le début. Napoléon Bonaparte a beaucoup, Louis-Napoléon Bonaparte, hein, le futur Napoléon III, a beaucoup écrit avant de devenir président de la République. Je sais que c'est un aventurier un peu étonnant, Louis-Napoléon Bonaparte. Il a fait deux coups d'État, il a fait le coup de feu avec les Carbonari en Italie, il s'est beaucoup battu avant de devenir président de la République française. Premier président de la République française, hein, élu au suffrage universel, et donc il a rédigé beaucoup de choses, et notamment il a écrit de l'extinction du paupérisme, et c'est un homme qui est animé par ce qu'on appelle le saint-simonisme. Alors aujourd'hui, les idées de Saint-Simon, les idées de Saint-Simon en économie, c'est assez dévoyé aujourd'hui par le macronisme, mais les idées de Saint-Simon, elles sont assez simples. C'est en gros, la pauvreté cessera d'être séditieuse lorsque l'opulence cessera d'être oppressive. C'est l'idée du ruissellement, c'est l'idée que vous n'empêcherez jamais l'existence d'une oligarchie, l'existence de pouvoir financier. Un, vous ne l'empêcherez pas. Deux, vous en avez besoin. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient plus au service de l'intérêt général que de leur intérêt particulier. Alors, vous n'empêcherez jamais qu'il y ait des intérêts particuliers qui priment dans certains cas, mais il faut réussir à flécher ces énergies vers des intérêts généraux. Et sous Napoléon Ier comme sous Napoléon III, la France a été complètement réformée de fond en comble, dans des conditions, pour Napoléon Ier, extrêmement difficiles, puisqu'il était en guerre civile, plus attaqué à toutes ses frontières, dans lequel Napoléon III, il héritait d'une France qui était plutôt pas en mauvais état, mais il l'a super modernisé. Il a fait 20 000 km de chemin de fer. Il a
il a fait en français le droit de grève, l'instruction publique obligatoire et gratuite, les débuts de la sécurité sociale, le mutualisme, les débuts de la caisse de retraite, les premières grandes campagnes de vaccination. Il veut faire énormément de choses, enfin, énormément de services publics qui existent aujourd'hui, qui existaient déjà sous Napoléon III. Il a modernisé la totalité de l'urbanisme, il a refait toutes les villes, on parle de Paris, mais il a refait Lyon, Marseille, il a refait Bordeaux, il a refait évidemment Vichy, il l'a fait dans tout l'empire colonial. L'empire colonial de Napoléon III, c'est un des plus grands, c'est le moment où le soleil ne se couche plus du tout sur l'empire français, parce que l'empire colonial de Napoléon III, il multiplie par 3 la présence coloniale qui existait auparavant. Et on représente l'équivalent de 10% du surface émergée sur Terre, c'est colossal. Et il va appliquer ce saint-simonisme partout dans son empire colonial. Donc il va reconstruire le port de Dakar, il va refaire des ports au Vietnam, il va faire le Garnier va faire un opéra à Hanoï, il va faire des choses extraordinaires, et il va refaire toutes les infrastructures en Algérie. Donc cette idée de saint-simonisme, il va le déployer vraiment à l'échelle de l'empire, et l'empire est gigantesque. Et comment est-ce qu'il va financer tout ça ? Parce que les grandes puissances de l'argent, à l'époque, c'est les banquiers Laffitte, Perret, Rothschild, il va flécher leurs investissements vers justement la construction de chemin de fer, la réfection de Paris, etc., parce que ça rapportait de l'argent. Mais c'était dans l'intérêt de tous. Et résultat, la pression fiscale sous le Premier Empire était de 12%, je préfère dire Deuxième Empire. Sous le Deuxième Empire, elle était de 9%. Aujourd'hui, la pression fiscale en France, elle est de 46%. Donc, avec un résultat qui n'est pas aveuglant. Tandis qu'à l'époque, ils ont tout révolutionné avec une pression fiscale très faible, parce que les grands possédants, les élites financières et bancaires, les élites industrielles, étaient incités très largement par le pouvoir à travailler dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de l'intérêt général. Est-ce que vous diriez que le bonapartisme existe toujours politiquement aujourd'hui ? Alors, le bonapartisme est pour moi quelque chose qui fait vraiment partie, enfin, dans ce sens-là, dans le sens d'un ruissellement qui fonctionne, dans le sens d'une justice sociale qui fonctionne, dans le sens d'une société où vous avez des gens forcément qui ont des inégalités de revenus, mais qui ne sont pas absolument aberrantes, où les gens vivent relativement en harmonie, parce que même les plus faibles sont quand même très très aidés, et les plus riches ne font pas que nager dans le champagne et se rouler dans le caviar. Où une harmonie est à peu près maintenue par une justice sociale et une redistribution qui fonctionne. Ça, c'est le bonapartisme, mais ça, c'est très français. C'est vraiment français. Mais c'est français depuis la monarchie. Il faut se rappeler que les rois de France, leur rôle premier était de protéger le peuple par rapport aux grands féodaux, par rapport aux grands aristocrates. Certains d'entre eux pouvaient abuser de leur pouvoir. Et donc le roi était là pour protéger son peuple par rapport à ces grands féodaux qui pouvaient parfois abuser de leur pouvoir. Et l'illustration, c'est par exemple Saint-Louis qui, sous son arbre, rend la justice aussi bien pour les ducs et princes que pour les petits paysans ou les petits ouvriers. Et donc l'idée de justice sociale en France a toujours été là. C'est un héritage catholique. C'est vraiment c'est le cœur battant de l'esprit de l'état d'esprit catholique français, et qui va s'illustrer, enfin qui va se concrétiser de façon flamboyante sous Napoléon III. De façon claire, sous Napoléon III, c'est délirant. C'est que la France est complètement révolutionnée. C'est que vous passez vous avez l'eau et le gaz à tous les étages, dans tous les immeubles. Avant, il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de toilettes. D'un seul coup, vous apprenez que vous pouvez tirer la chasse. Ça paraît idiot. Mais si aujourd'hui, à chaque fois que vous allez aux toilettes, il faut vider le truc par la fenêtre, du jour au lendemain, vous n'avez plus qu'à tirer la chasse, en soi, ça change complètement votre quotidien. Donc, c'est ce genre de truc qui s'est passé sous le Deuxième Empire, parce que tout a été révolutionné complètement. Mais c'est une logique qui là est très bonapartiste et qui est très française. Alors maintenant, est-ce que le bonapartisme politique existe pour ce que j'en vois, évidemment, tout ce qui est dans les partis, bon, évidemment pas dans les partis de gauche, hein, c'est assez logique. Quoique, il y a une gauche un peu bonapartiste. Vous avez je sais que Michel Onfray n'aimerait pas qu'on le qualifie de bonapartiste, mais il déteste Napoléon, mais il y a une forme de bonapartisme chez Michel Onfray dans le sens où il est souverainiste et il est pour une justice sociale, ce qui est évidemment du bonapartisme. Le pareil, c'est un garçon comme Éric Nolot, c'est quelqu'un comme Nathalie Apollonie, Marcel Gosset, Régis Debray. Il y a un petit fond bonapartiste quand même. En revanche, à droite, il y en a pas, quoi. C'est un truc, LR, c'est pas du tout bonapartiste, ça l'est plus, ça l'a été, hein, le RPR était bonapartiste, mais il l'est plus.
Le Rassemblement national n'est pas un parti d'inspiration bonapartiste. Il y a un volet justice sociale dans le Rassemblement national, mais l'aspect souveraineté n'est pas absolument aveuglant pour le Rassemblement national. Reconquête, et en plus Reconquête et Rassemblement national, il y a un problème, c'est qu'il y a quand même vraiment un aspect identitaire qui n'existe pas dans le bonapartisme. Il n'y a pas de sentiment identitaire dans le bonapartisme. À nouveau, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est ça qui permet de valider une méritocratie. C'est pas votre origine, c'est pas votre religion, c'est pas votre race. Et c'est pas non plus votre nationalité. Donc il n'y a pas d'aspect identitaire dans le bonapartisme parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc ça exclut Reconquête et RN. Il y a peut-être Debout la France de Dupont-Aignan qui, je trouve, est probablement un des rares partis un peu gaullistes. UPR, qui est un parti un peu gaulliste aussi. Je pense que l'UPR et Debout la France sont les seuls vrais héritiers du gaullisme aujourd'hui. Et le gaullisme est un bonapartisme modernisé, hein. C'est Pierre-Jean Vallon qui disait ça. Mais pour qu'il y ait bonapartisme, vous avez deux partis. Vous avez le parti bonapartiste Corse, qui a été très longtemps un parti très important en France, qui existe encore, et vous avez l'Appel au peuple, qui est un parti dirigé par M. David Saforcada, auquel moi j'appartiens. J'ai envie de dériver un peu sur l'identitaire et le nationalisme, puisque vous disiez que donc Napoléon III ne l'était pas, n'était pas nationaliste ou identitaire. Non, c'est pas la même chose. Non, attention, c'est pas la même chose. Nationaliste et identitaire, c'est pas la même chose. Le identitaire, c'est la France qui est blanche et catholique. Ça, c'est identitaire. Nationaliste, c'est la préservation de ses intérêts nationaux et de ses frontières et de sa souveraineté nationale. Donc vous pouvez tout à fait être nationaliste sans être identitaire. Hein. C'est pas identitaire, c'est la France, elle est blanche et catholique terminé. Bon, ça c'est pas du tout bonapartiste. Est-ce qu'il a existé en dehors du Deuxième Empire des régimes bonapartistes? Oui, alors ça a été analysé par. Justement, c'est pour ça que c'est assez intéressant parce que en fait le bonapartisme est devenu dans les courants de pensée politique est devenu un courant tout à fait autonome de Bonaparte et des Bonapartes. Parce que les analyses politiques, dont Karl Marx, mais pas uniquement, il y a eu plein de politologues, ont qualifié de bonapartiste, notamment il y avait un mouvement en Russie au moment de la révolution russe, il y a un mouvement en Russie dont le nom m'échappe immédiatement, mais qui était qualifié de bonapartiste. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme mouvement ? Il y a eu plusieurs mouvements en dehors de France qui ont été qualifiés de bonapartistes par des politologues. C'est une forme, si vous voulez, c'est une forme de césarisme, le bonapartisme. Donc il y a un homme qui incarne mais exactement comme la Ve République est un césarisme, hein, c'est incarné par le président élu au suffrage universel. Donc là, il y a beaucoup de pouvoir, mais c'est un césarisme bienveillant. C'est le stade avant le despotisme éclairé, si vous voulez. Donc là, il y a pas mal de trucs qui sont assez bonapartistes dans la constitution d'État fort. Dès que vous avez un État fort, il y a quand même un côté bonapartiste qui commence à poindre. Si vous rajoutez l'identitaire, c'est terminé, c'est plus bonapartiste. Si vous enlevez le suffrage universel, c'est plus bonapartiste. Si vous enlevez le plébiscite, c'est plus bonapartiste. Par exemple, les radicaux socialistes, tout ce qui est radsoc ne peut pas du tout se revendiquer du bonapartisme. Le macronisme ne peut pas se revendiquer du bonapartisme, c'est absolument impossible, parce qu'ils ne font pas du tout appel au suffrage universel, et ils ne font pas, au référendum, et pas du tout. La dernière fois qu'il y a eu un référendum en France, c'est en 2005, on nous l'a renvoyé dans la figure. Donc la dernière fois qu'il y a eu un référendum à respecter en France, c'est en 2000, c'est le référendum sur le quinquennat. C'est en septembre 2000. Donc ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans que la France, en fait, n'est plus bonapartiste. Donc vous vous présentez aux élections européennes. Quelle est la raison de votre engagement politique? Mais parce que là, pour le coup, si vous voulez, très clairement, j'ai vraiment plutôt tout à perdre qu'à gagner à me présenter aux élections européennes, parce que comme vous le savez, quand vous vous présentez en politique en France, vous allez plutôt prendre des coups qu'autre chose. Et moi, j'ai une vie personnelle qui est sympathique. J'ai pas besoin de me créer des problèmes de plus. Donc j'ai beaucoup de gens qui me disent mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère quand je fais ça, parce que je peux pas me résoudre à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là aujourd'hui vraiment, et les élections européennes en sont un symptôme très important. On est passé à la suraccélérée pour la dilution de la nation française, mais pas uniquement, de toutes les autres, l'Italie, l'Espagne, etc. Dans une espèce d'États-Unis d'Europe qui est fait sans l'accord des populations. C'est-à-dire que moi, pourquoi pas, s'ils veulent les États-Unis d'Europe, mais vous soumettez au vote.
il faut que les Français, par un référendum, disent d'accord, on veut être transformé en Missouri, on veut être le Colorado des États-Unis d'Europe. C'est d'accord. Mais tant que les Français l'ont pas dit, je refuse ce dérapage fédéraliste. C'est pas un dérapage, en fait, l'Europe est sur une logique fédérale depuis le début et de façon très antidémocratique, parce que les vrais organes exécutifs de l'Europe, que sont le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne, et évidemment la Commission. Alors, pour ce qui est du Conseil de l'Europe, c'est les chefs d'État et les ministres, donc on peut considérer qu'ils représentent tout de même une représentation nationale sérieuse, ce sont des gens qui ont été élus par leur peuple. Mais la Commission n'a été élue par personne, et c'est le véritable organe exécutif. C'est la Commission qui propose des lois et qui est à l'origine de la création des lois. C'est la Commission et le Conseil de l'Europe. Et ça va pas. La Commission ne devrait pas être à l'origine des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont absolument aucune légitimité, ne devrait pas proposer des lois qui s'appliquent à toutes les populations européennes. Le Parlement européen est le seul organe, la seule institution européenne qui est issu du suffrage universel direct des électeurs européens. Et le Parlement européen a finalement un rôle assez limité, puisqu'il n'est pas force de proposition de loi. Il peut la modifier, il peut l'amender, il la discute, il l'amende et il la vote. Mais il n'est pas à l'origine de la loi. Donc ça, c'est quand même un peu emmerdant. Il y a eu un gros succès il n'y a pas très longtemps grâce à François-Xavier Bellamy, c'est le fait que la GPA maintenant est assimilée au niveau européen à du trafic d'êtres humains. Et ça, c'est parce qu'il y a une loi qui est proposée, une directive proposée par la Commission sur le trafic des êtres humains, et il y a un amendement qui incluait la GPA dans cette directive. Et ça a permis justement c'est majeur, parce que quand on voit les dérives sociétales que propose l'Union européenne, c'est complètement délirant, entre la promotion du voile, le fait il faut quasiment, ça devient presque obligatoire d'avoir des transgenres qui donnent des cours aux enfants de 6 ans. Enfin, c'est des directives européennes, c'est pas tolérable. Donc ça n'a pas été soumis au souhait ou à la volonté des peuples. Donc là, au moins, on a une limite à ces dérapages. La promotion quasiment c'est pas la promotion de l'islam, c'est la promotion de l'islamisme. C'est de la folie curieuse. Donc ça n'est pas tolérable. Ça ne peut pas rester comme ça. Et là, le Parlement européen arrive un petit peu à bloquer ça, mais en fait n'a pas assez de pouvoir pour ça. Ensuite, il vote le budget, et après, il a surtout la possibilité de contrôle sur les commissaires européens. Donc il y a un rôle de contrôle. Donc aujourd'hui, le Parlement est capable de bloquer, d'alerter, de contrôler ce qui se fait. Donc ça, c'est pas mal. Mais en gros, la construction de l'Union européenne aujourd'hui, qui est issue du traité de Maastricht et du traité de Lisbonne, complètement antidémocratique. Et moi, c'est pas possible. Ça fonctionne pas pour moi. Ça. Il faut que si on a décidé de changer mon quotidien avec des idées un peu étranges, je veux avoir eu l'occasion de voter pour ça. Et on me la donne pas. Et pourquoi avoir choisi de rejoindre le parti République Souveraine? Alors, j'ai pas rejoint le parti République Souveraine. Le parti République Souveraine, c'est le parti de Georges Kuzmanovic. Georges Kuzmanovic est un néo-soviétmentiste. Je sais qu'on le présente toujours comme un ancien de LFI. Alors, ça fait très très longtemps qu'il n'est plus à LFI et s'est fâché de façon très claire avec les équipes de LFI. Il y était il y a 7 ans. C'est la dérive wokisto-islamiste de LFI, elle date d'il y a 3-4 ans. C'était bien avant. Donc, c'est un néo-chevènementiste, donc c'est un seul chevènementiste, genre ce que je me l'avise, donc si vous voulez, c'est un souverainiste de gauche. Moi, je suis sur une liste qui s'appelle Nous le peuple, qui est constituée donc de République souveraine de Georges Kuzmanovic, qui est constituée de l'Appel au peuple. Donc, moi, je suis membre de l'Appel au peuple, le parti gaulo-bonapartiste, dirigé par David Safor-Kada, et de membres et de représentants de la société civile. Donc, c'est une coalition, Nous le peuple, c'est pas un parti. Et alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie-là? D'abord parce que moi, mes convictions sont souverainistes, c'est-à-dire que je veux que la France reprenne les leviers de sa souveraineté et qu'elle arrête de les déléguer sans demander au peuple. Si elle veut les déléguer, très bien, mais qu'elle le fasse par référendum, une fois de plus. Hein. Je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre sa construction dans le dos des peuples. Donc c'est ça qui, moi, ne me convient pas. Donc l'euro, j'aurais voulu qu'il y ait un vote. Là, c'est quand même pas. Donc voilà, donc et République souveraine. Je sais que maintenant, en gros, vous avez trois listes souverainistes. Vous avez celle de l'UPR de François Asselineau, vous avez celle des Patriotes de Florian Philippot, et vous avez celle de Nous le peuple qui est dirigée, dont la tête de liste est Georges Kuzmanovic. Quel est votre programme pour cette campagne? Bah, l'idée de la liste de Nous le peuple, hein, c'est de faire évidemment
il y a de grands rapports dans cette campagne. On est tous d'accord à peu près entre les Républicains, le RN et les souverainistes sur le fait qu'on veut arrêter l'Europe fédéraliste. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Nous, on aimerait revenir à une construction de l'européenne qui se rapproche le plus possible de l'idéal d'Europe des nations qui avait été pensé par le général de Gaulle et qui avait été intuité avant par Louis-Napoléon Bonaparte et Napoléon III qui avait pensé cette construction aussi comme Europe des nations. Donc ça, là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Les partis de gauche, eux, sont plus pour une fédéralisation. Macron est pour le parti de Macron, le président Macron est pour une fédéralisation. Ça, moi, je suis intimement contre. Donc là, ça nous éloigne du président Macron, de M. Glucksmann, de ces gens-là. Ce qui va nous éloigner du RN et de Reconquête, c'est que nous, on est tout à fait prêt à utiliser le Frexit. On n'est absolument pas opposé à l'idée d'un Frexit. Mais ce qui va nous éloigner de Florian Philippot et de François Asselineau, c'est qu'eux veulent immédiatement utiliser le Frexit. C'est le Frexit tout de suite. Et ça, moi, ça me semble être un peu irresponsable. Parce que si vous faites un Frexit maintenant, demain matin, vous faites un Frexit, la France est vraiment, vraiment mal barrée. Parce que on nous vend l'idée que l'Europe sans la France n'existe plus, que la construction européenne telle qu'elle existe disparaît, que l'Union européenne s'effondre. Ça n'est absolument pas vrai du tout. Vous enlevez de la France de l'Union européenne, rassurez-vous, les Hollandais, les Allemands, les pays scandinaves et les pays d'Europe de l'Est vont très bien tout seuls. Ils se sont organisés autour de ce qu'on appelle la banane bleue, hein, c'est tout le couloir de production industrielle en Europe qui maintenant n'est plus chez nous, il est de la Hollande à la Tchéquie. Et d'ailleurs, tout ça a été financé très largement par des fonds européens, donc par des fonds français, hein, en grande partie. Des autoroutes qui permettent à l'industrie allemande de pouvoir délocaliser ses productions en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie, en Slovaquie, et de créer des normes européennes, mais qui les arrangent eux pour la construction de leurs machines outils, de leurs voitures, de l'évolution de leur agriculture, la gestion de leur propre. Bon. Donc tout ça, vous enlevez la France de l'Union européenne, c'est cool pas. En revanche, vous vous retrouvez avec une Union européenne qui s'organise entre l'Europe du Nord, avec un euro qui sera un Deutschmark encore plus renforcé, et qui par principe va chercher à démolir l'économie française une bonne fois pour toutes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et ensuite, toute personne qui vous dira qu'on peut sortir de l'euro sans aucune conséquence sur l'épargne privée, il y a un côté Garcimore. Parce qu'il y a un côté Gérard Majax. Parce que là, je vois pas vraiment comment ça peut arriver. Comment vous faites pour sortir de l'euro sur les dettes publiques, c'est jouable. On est d'accord. Sur la dette publique, c'est une dette souveraine. Elle s'audite, elle se négocie. C'est pas un drame. Même s'ils ont fait le maximum pour nous enterrer dans une dette en euros colossale, que c'est évidemment, il y a une volonté politique derrière, le fait d'avoir creusé la dette à 3 000 milliards d'euros. Quand vous êtes pris dans l'euro, vous êtes coincé dans la zone euro, etc. En fait, la dette publique, vous pouvez vous exfiltrer de ce problème-là. Et la dette privée, vous faites comment? Quand vous avez une dette pour votre appartement, pour votre voiture, quand vous avez un crédit CTLM qui est en euros, qui d'un seul coup, 1 euro égale 1 franc, ok, super. Sauf que le franc, très vite, par rapport à l'euro, il va se dévaluer très, 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 très vite. Et votre dette, elle va augmenter très, 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 très vite. Donc, vous allez vous retrouver avec une dette qui va augmenter de 30 à 40%, pendant que votre salaire à vous ne monteront pas de 30 à 40%. Pas dans l'immédiat. Donc, il va y avoir une phase de transition qui va être extrêmement destructrice. Vous allez vous retrouver avec un salaire qui va être très affaibli, des dettes qui vont exploser, des banques qui, je vous le dis tout de suite, vous suivront pas. Parce que c'est très bien d'avoir énormément de banques systémiques en France, mais elles sont systémiques parce qu'elles sont dans le monde entier. Donc, elles sont contentes avec le marché français, mais il n'y a pas de raison qu'elles le favorisent. Donc, vous allez avoir une explosion de la dette privée, et ça, désolé, mais ça doit s'anticiper, ça doit se préparer de façon beaucoup, beaucoup plus sérieuse que Frexit. Donc, le Frexit hystérique, je ne suis moins m'inquiète. Donc, que le Frexit soit dans la boîte à outils pour revenir à une Europe, à une construction européenne qui respecte les souverainetés, qui respecte l'indépendance des États, que le Frexit soit dans la boîte à outils pour dire, écoutez, bon les gars, on n'a pas réussi à trouver un accord, on n'arrive pas à reprendre les souverainetés qu'on a besoin de reprendre sur la gestion des frontières, sur le contrôle de l'immigration, sur le prix de l'énergie, sur certaines décisions un peu protectionnistes sur les droits de douane, etc., puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Bah, on vous avait prévenu, on lance un référendum auprès des Français pour leur demander s'ils veulent rester dans l'Union européenne. Et donc on lance un Frexit. Le Frexit ne peut pas être une décision unilatérale d'un homme d'État, hein, ça doit passer par le référendum. Et d'ailleurs, je pense que Florian Philippot et François Asselineau ne le proposent pas autrement que comme ça. Hein. Et il y a enfin un autre point qui nous éloigne un peu de
de Florian Philippot et de François Asselineau, nous, il y a un point très important pour nous qui est la laïcité. Et j'entends par là le modèle multiculturel anglo-saxon de gestion des différentes cultures, notamment des différentes religions sur un même sol, comme on le voit en Angleterre, se répand dans toute l'Europe. Et c'est le modèle qui est appliqué maintenant à toute l'Europe. C'est un modèle qui ne marche pas, dont on a des exemples partout qui ne fonctionnent pas, même au Canada ça ne marche pas, aux États-Unis ça ne marche pas, en Angleterre ça ne marche pas. Mais comme l'Union européenne, la construction de l'Union européenne est très, très largement inspirée par le modèle américain et anglo-saxon, puisqu'on veut faire des États-Unis d'Europe, l'idée est vraiment d'insuffler un maximum le multiculturalisme avec en plus une dose de wokisme. On croit que tout le monde est contre le wokisme dans toute la sphère de droite souverainiste. Il n'y a pas de wokisme hystérique dans le lot. Mais le modèle multiculturel n'a pas l'air de tellement choquer plein d'autres gens. Moi, je suis absolument contre et je veux que ce soit le principe de laïcité qui reste en France, qu'on ne casse pas le principe de laïcité en France et qu'il soit, si possible, étendu à l'Europe. Mais bon, après tout, moi, tout ce que je veux, c'est que la laïcité soit toujours appliquée en France et qu'elle soit pas que d'un seul coup des directives européennes ne viennent pas casser les lois de la laïcité française. Vous avez pas mal parlé du gaullisme. En quoi est-il en quoi se concilie-t-il avec le bonapartisme? C'est d'abord parce que c'est une politique d'action, le gaullisme. Donc c'est exactement comme le bonapartisme. Donc c'est une politique qui évolue avec, en fonction des événements, évidemment. C'est-à-dire que c'est pas un dogme. Vous n'avez pas un dogme bonapartiste, vous n'avez pas un dogme gaulliste, comme il peut y avoir un dogme social-communiste ou un dogme dans certains que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, vous avez un côté dogmatique. Vous avez un dogme racial, par exemple, d'un côté, vous avez un dogme pro-prolétarien, ce que je voudrais de l'autre, ou pro-immigrationniste de l'autre. Il n'y a pas de dogme dans le gaullisme. Enfin, il n'y a pas de dogme. Il y a un dogme, c'est la souveraineté nationale et c'est la défense des intérêts de la nation et la grandeur de la nation française. Donc c'est ce que De Gaulle retire de 1500 ans de construction de la nation française. C'est qu'elle s'est construite toujours dans cette volonté acharnée d'indépendance, de grandeur et de gloire. C'est quand même absolument vital. Et donc de souveraineté. Et est-ce qu'il ne faut pas mélanger souverainisme, souveraineté, indépendance? Le problème du mot souverainisme, d'abord, c'est pas français, au départ, c'est canadien, j'entends québécois. La souveraineté est un absolu. Il faut écouter les propos d'Henri Guénaud là-dessus, il est très clair, la souveraineté est un absolu. La souveraineté, c'est le pouvoir intangible de pouvoir dire non, de refuser. Pouvoir qu'il y a un peuple, qu'il y a une nation, de dire non. Ça, c'est non. C'est ça la souveraineté. On est pleinement, totalement, et c'est un absolu. On peut décider souverainement d'abandonner tous nos pouvoirs régaliens à une soupe fédéraliste. On peut le faire souverainement. Mais comme on gardera toujours cette souveraineté, on peut aussi décider d'en sortir souverainement. Donc la souveraineté ne se négocie pas, ne se dilue pas. Elle est là. C'est pas la même chose que le souverainisme. Et le souverainisme, on a essayé de le caricaturer en faisant un truc un peu ultra-protectionniste, de gros tarés qui veulent rester entre eux, un peu à la fois identitaire, un peu à la fois ultra-protectionniste, un peu à la fois un peu. Donc ça, le terme souverainiste est devenu très négatif. Alors qu'en fait, il s'agit simplement de se rappeler que la souveraineté est quelque chose qui ne se négocie pas, que la souveraineté elle est là, elle est absolue, et que ce qui va se négocier en revanche, c'est votre indépendance. Vous ne pouvez pas, personne, et jamais personne n'a été 100% indépendant, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être totalement autarcique. Donc, vous négociez vous êtes en négociation permanente avec des interdépendances avec d'autres États que vous acceptez. Vous faites des concessions sur certaines de vos prérogatives nationales, de prérogatives de droit, de souveraineté régalienne, mais vous le décidez avec le peuple, avec les représentants du peuple, parce que ça va être dans l'intérêt d'accroître, par exemple, un marché, d'éviter une guerre, d'augmenter une capacité technologique, d'améliorer un système d'éducation. Voilà, par exemple, avec Erasmus, qui n'est pas une création de l'Union européenne, qui est une création de coopération entre nations. Aujourd'hui, c'est géré par l'Union européenne, mais c'est pas eux qui l'ont fait. C'est exactement un fruit de l'Europe des nations, Erasmus. Erasmus, par exemple, vous décidez
de faire baisser votre exigence en termes de visa étudiant à partir du moment où le mec est dans le système Erasmus et qui répond à certains critères. Donc, en tant qu'État souverain, vous avez des exigences de visa, chaque État a des visas, et là, vous avez plusieurs États qui décident que okay, cette exigence sera la même pour tous nos États, elle sera assez faible, parce que le moment où le gars est étudiant et que l'État de départ a bien établi. Donc voilà, vous décidez de baisser un petit peu votre droit régalien là-dessus, parce que c'est au profit de vos étudiants, et qui vont pouvoir aller dans toute l'Europe, et c'est au profit des étudiants européens qui vont pouvoir venir peupler les facs européennes, et c'est très bien, les facs françaises, parce que vous allez avoir des Espagnols, des Italiens, etc., donc c'est super bien. Donc là, c'est dans l'avantage de tout le monde de mettre en commun un droit souverain qui est celui de l'attribution de visa. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et ça, c'est des interdépendances. Et ça n'a pas besoin d'avoir un État, d'avoir une institution exécutive à un niveau fédéral qui va prendre des décisions complètement délirantes sans que vous soyez d'accord, sans que les peuples soient d'accord. Et là, on est en train de s'orienter pour l'Union européenne. Donc, on peut voir un petit peu ce que c'est que les conséquences d'un État fédéral. C'est-à-dire que quand je dis que la France devient Missouri, oui. Il y a des décisions qui vont être prises par la Commission européenne qui n'aura pas été élue, qui vont avoir un impact sur le quotidien français, et le vote à la majorité, le vote à l'unanimité, qui est le vote aujourd'hui au sein du Conseil de l'Europe, c'est celui qui réunit les chefs d'État ou les ministres en fonction des sujets abordés. Il y a certains sujets qui ne peuvent être validés qu'à l'unanimité. Par exemple, l'intégration d'un nouvel État dans l'Union européenne. Il faut que ce soit unanime. Bon, petit à petit, ils font passer ça au vote à la majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'il faut 55% des États votants. Vous avez 27 États, donc il faut 15 États qui votent pour, et qui représentent à peu près 65% de la population européenne. Donc si vous avez 15 États qui représentent 65% de la population qui décident qu'on fait rentrer la Turquie, la France n'est pas d'accord, la Turquie rentre. Et les Français n'ont pas le choix. Ça, c'est non, il n'en est pas question. Donc on veut passer à tous les votes à la majorité qualifiée. Donc on va changer les systèmes fiscaux, on va changer les systèmes sociaux, on va tout changer à la majorité qualifiée. Donc il y a des choses que la France réussira à pousser, il y a des choses que la France ne réussira pas à pousser. Ça va s'imposer à la France. Là, on n'est plus dans une interdépendance voulue. On est dans une fédération où vous taisez, le pouvoir, c'est plus vous. Donc ça, c'est pas possible, parce que ça, c'est la perte absolue de souveraineté. Et pardon, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Au sujet de la souveraineté, ça me fait penser à une citation. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. Ouais, mais c'est ça. C'est le pouvoir absolu de dire non. Et après, vous pouvez décider je vous dis de faire des concessions sur certaines de vos prérogatives, mais ça n'enlève en rien votre souveraineté. Parce qu'il y a un moment pour dire, finalement, ces concessions, j'arrête. Ça me plaît plus. Donc ça va pas le faire. Donc finalement, ça fonctionne pas. Donc stop. C'est le pouvoir de dire non. Et comment vous vous positionnez par rapport à la CEDH et l'OTAN ? La CEDH, c'est une construction un peu curieuse, la CEDH, parce que c'est tout de même assez largement peuplé d'humanitaires, en fait, enfin, de gars qui viennent d'un peu partout, mais qui sont pas du tout des juges. Il y a des juristes, mais ça constitue pas la majorité de l'espèce. Ce sont souvent des gens qui arrivent d'associations qui ont un agenda qui n'est pas un agenda qui est un agenda droit de l'homiste, et qui n'est pas un agenda de droits de l'homme. C'est un droit de l'homiste au sens où ils ont un dogme, par exemple, sur l'immigrationnisme. Il ne doit pas y avoir de frontières, il faut que tout le monde puisse circuler, plus de visa, plus rien, plus que dalle. Et ça, c'est du droit de l'homisme, c'est pas du droit de l'homme. Parce que quand vous faites ça, vous envoyez évidemment les gens en Méditerranée mourir sur des petits bateaux en se disant très bien, on va traverser on va prendre le risque parce que de toutes les façons, une fois qu'on arrive sur le sol européen, on est protégé, la CEDH nous empêche d'être évacués. C'est ça qui provoque des vagues migratoires désastreuses. Humainement, on peut pas parler de droits de l'homme quand on voit des milliers d'hommes, femmes, enfants entassés dans des vaisseaux de fortune qui prennent des risques pareils. C'est pas les droits de l'homme. Ces gars-là ne prendraient pas ces risques-là si les frontières étaient clairement gardées, si l'immigration était contrôlée de façon intelligente et ferme, c'est-à-dire avec des demandes de visa dans les pays de départ. Et vous avez le visa, vous pouvez venir, vous n'avez pas le visa, vous ne venez pas. Et si vous essayez de venir, vous ne passerez pas.
Donc les gens ne prendraient pas ces risques-là. Donc et après les visas, ce seraient des négociations entre, par exemple, entre la France et l'Algérie, la France et le Maroc, la France et le machin, ou des pools de pays, par exemple. Je sais pas, vous avez plusieurs pays qui ont besoin de main d'œuvre dans ce type de. Je parlais de la personne âgée. Et donc vous allez avoir, je sais pas, la Hollande, la Belgique, la France, le Luxembourg et l'Allemagne qui vont se mettre d'accord pour accueillir X quotas par an de personnes avec des systèmes de formation obligatoires dans chacun des pays en fonction des... Et ensuite, ils se les répartissent. Mais ça, c'est des choix que feront les nations en pleine conscience. Ça ne peut pas être imposé par la CEDH. Ça, c'est CEDH, rien à voir là-dedans. Et donc, non, moi, la CEDH, je pense que la France va en sortir. Si c'est ça le sens de la question, la France doit quitter la CEDH. La France n'a pas besoin d'être à la CEDH, on n'a pas besoin de faire partie de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous rappelle que les droits de l'homme et des citoyens, c'est une co-création américano-française, donc on n'a pas attendu la CEDH pour penser les droits de l'homme. Voilà, pour ce qui est de l'OTAN, alors ça, c'est vraiment extraordinairement complexe, l'OTAN, parce que, vous savez, donc l'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord qui a été... qui est une création donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on crée le traité de l'Atlantique Nord, donc l'alliance du traité de l'Atlantique Nord, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui va aboutir à l'émergence de deux blocs. Donc vous avez d'un côté les membres de l'OTAN, donc tous les pays en fait du bloc occidental, et ensuite les membres du pacte de Varsovie, c'est-à-dire toute l'alliance militaire du côté russe, du côté soviétique. Et c'est ça qui va permettre un équilibre et une forme de dissuasion pour éviter qu'il y ait un affrontement direct entre les deux blocs, entre les États-Unis et l'URSS, entre les États-Unis et la Chine, entre l'Europe et la Chine, entre l'Europe et l'URSS, entre la France et la Chine. Parce que vous avez d'un côté un jeu d'alliance entre les Américains, les Allemands, les Français, les trucs qui fait que attaquer la France, c'est vraiment pas malin, parce que vous vous retrouvez avec et l'armée américaine, et l'armée française, et l'armée italienne, machin sur le dos, donc vous hésitez, c'est une forme de dissuasion, au même titre que la dissuasion nucléaire, et à l'inverse, vous évitez d'attaquer la Hongrie parce que sinon vous retrouvez avec l'armée soviétique sur le dos. Donc ça a fabriqué à l'époque où les deux grands blocs américains et soviétiques se partageaient la puissance mondiale, à des moments de guerre chaude dans la guerre froide, qui étaient évidemment le Vietnam, la crise de Cuba, certains pays d'Afrique, la Corée, etc. Après l'effondrement de l'Empire soviétique, le pacte de Varsovie a explosé. Et là, l'OTAN, je pense que l'Occident au travers de l'OTAN, au travers de l'Union européenne, au travers des hommes politiques qui étaient à la tête des grandes puissances, des grands pays de cette États-Unis, Angleterre, Allemagne, France, ont raté une chance historique de garantir un équilibre, de rebattre l'équilibre de la paix dans le monde en retissant un accord de sécurité, notamment avec la Russie. Et ça, ils l'ont pas fait. Et donc, il n'y a pas eu d'accord de sécurité avec la Russie. Il fallait faire un accord de sécurité avec la Russie. Une puissance nucléaire qui a des milliers de têtes nucléaires sur son sol, on la traite pas comme un pays vaincu facilement. C'est pas possible. Et là, on est passé à côté et on a élargi l'OTAN. On a fait rentrer plein de gens dans l'OTAN, notamment énormément de pays qui étaient d'anciens pays du pacte de Varsovie. Et et ça a été évidemment à terme vécu comme une provocation par la Russie. Je vois pas comment ça peut être vécu autrement. Et ça a été assez maladroit. Je trouve que ça a été quand même assez maladroit. Alors aujourd'hui, il faut voir l'OTAN comme on n'était pas dans le commandement intégré, ce qui permettait à la France d'avoir une politique non pas de non-alignement, mais de multi-alignement. C'est-à-dire que la France n'était pas le petit doigt sur la culture du pantalon aux ordres de l'état-major de l'OTAN, massivement américain, mais qui est composé de généraux allemands ou de généraux italiens, etc. On pouvait prendre des choix tout à fait différents parce qu'on n'était pas dans le commandement intégré. On est revenu dans le commandement intégré avec M. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs a priori sans aucune contrepartie, donc on ne comprend pas du tout pourquoi il a fait ça, parce que ça n'a rien rapporté en termes de contrepartie à la France, d'accords commerciaux, quoi que ce soit, ou de fourniture, de pétrole, d'armes. Non, il n'y a apparemment aucune contrepartie sur ce que M. Sarkozy a fait. Ça, c'était une erreur politique majeure de la part de Nicolas Sarkozy, ça n'a pas été la seule, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, si vous voulez, l'investissement de l'OTAN, rester ou quitter l'OTAN, la France pourrait proposer un OTAN alternatif à l'Europe. La France est la seule puissance nucléaire en Europe, au sein de l'Union européenne. Vous avez l'Angleterre, mais l'Angleterre, elle est sous co-tutelle américaine pour son nucléaire. Nous, on est totalement indépendants sur notre nucléaire.
Donc la France pourrait proposer une alternative à l'OTAN aux autres pays européens. Pour dire, écoutez, vous avez le parapluie nucléaire américain, super, vous pouvez tout à fait bénéficier du parapluie nucléaire français, en échange de, par exemple, vous participez à son financement, par exemple, vous machin, etc., etc. Et ça pourrait permettre de contrebalancer l'ultra-dominance américaine dans l'OTAN. Mais ce jeu d'alliance dans les pays, il faut savoir que la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc si quelqu'un attaque la Turquie, on est supposé venir au secours de la Turquie. Je rappelle que la Turquie, elle a pris comme un virage extrêmement inquiétant en termes politiques et en termes religieux. Donc là, ça devient... Voilà, la participation de la France au commandement intégré de l'OTAN, oui, je suis pas absolument persuadé que ce soit quelque chose sur lequel il faille s'accrocher absolument. Je pense qu'il faut sérieusement penser à proposer une alternative au parapluie nucléaire américain aux autres pays européens, parce que vous savez que il faut garder en tête que c'est assez injuste pour les autres pays européens, parce qu'ils avaient les capacités techniques de développer une arme nucléaire. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont tous signé le traité de non-prolifération en échange de la protection américaine. Donc eux n'ont pas l'arme nucléaire, l'Italie, l'Espagne, tout ça n'ont pas la Hollande, donc on est les seuls à avoir l'arme nucléaire, parce qu'en échange, ils avaient la protection américaine. Donc si on veut commencer à créer quelque chose qui soit une vraie défense, je dirais, de la région Europe, soit une organisation du traité de l'Europe du Nord et du Sud, avec une vingtaine de pays. Et qui mettraient en commun leurs capacités, enfin qui auraient des entraînements communs, qui auraient des normes communes d'équipements militaires qui ne seraient pas équipés 100% américains, qui s'équiperaient massivement d'équipements européens, et donc très à l'avantage de la France, qui est une grande capacité industrielle de défense. Ça peut se faire dans une construction qui ne soit pas fédérale. Ça peut se faire entre nations, et ça se fait en proposant, par exemple, la protection nucléaire par la France. Alors de facto, elle existe déjà. Vous imaginez bien que s'ils envoient un missile nucléaire sur la France, sur l'Allemagne ou sur l'Italie, il y a quand même de grandes chances que la France réponde. Voilà, mais en revanche, absolument hors de question de partager le bouton nucléaire. Ça, c'est pas du tout la question. C'est pareil pour le siège du Conseil de sécurité. On est chez les dingues. Le truc de vouloir partager le siège du Conseil de sécurité avec l'Union européenne, c'est simplement pour petit à petit shifter vers un pouvoir exécutif des États-Unis d'Europe qui prendrait la place de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça. Ursula von der Leyen prendrait le siège de la France au Conseil de sécurité. C'est absolument exclu. Ou même M. Thierry Breton. Je m'en fiche, moi. À partir du moment où c'est pas un truc qui a été élu par les Français, j'en veux pas. Et c'est à partir du moment où c'est pas le président de la République française, j'en veux pas sur le siège du Conseil de sécurité de l'ONU. Et quitte à partager le siège du Conseil de sécurité de l'ONU, pardon, mais la France ne devrait pas le faire avec l'Union européenne, elle devrait le faire avec l'Union africaine, puisqu'on n'arrête pas de nous dire que le grand défi de demain, c'est l'Afrique, en termes démographiques, en termes de sécurité, en termes de développement commercial, en termes de développement. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je comprends pas là, toutes ces palabres sans fin sur il faut aider à développer l'Afrique. Les gars, le meilleur moyen, puisque vous voulez être tellement humaniste, ne proposez pas à l'Allemagne de se partager le Conseil de sécurité, proposez-le à l'Afrique. Vraiment, quand vous le proposez à l'Afrique, ça veut rien dire. L'Afrique, c'est plus d'une cinquantaine d'États. Mais si vous faites une politique intelligente là-dessus, avec un corps diplomatique qui refonctionne à plein, non pas celui qu'on a détruit, parce que le corps diplomatique français a été assez largement sapé, sachant qu'on avait un corps diplomatique d'une qualité exceptionnelle, avec des diplomates remarquables, et notamment qui connaissent très très bien les chaînes de décision et les principes d'influence au sein des nations et des différents courants africains. Avec ça, vous arrivez à faire comprendre que c'est dans l'intérêt de pays africains ou de groupes de pays africains de vraiment, eux, créer une confédération, c'est-à-dire une organisation entre eux, parce que l'union des États africains, ça fonctionne pas très très bien. D'abord parce que ça me paraît difficile que ça fonctionne, mais vous pouvez avoir des unions régionales très fortes, et vous incitez cette union régionale à se créer, à fonctionner, en leur disant, une fois que vous êtes établis et que ça fonctionne, les gars, vous allez vous asseoir à côté de nous au siège du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous vous rendez compte de l'impact que ça aurait, ça, sur la relation entre la France et l'Afrique? Parce que la diplomatie française est complètement vaporisée, et particulièrement en Afrique. C'est magique.
En Afrique, tout le monde se fout de nous. En Afrique, vraiment de Ouagadougou à Kinshasa, en passant par Lomé, Alger, Casablanca et Ziguinchor, ils se foutent de nous. Donc on n'a plus de voix, on n'existe plus. Les intérêts russes, chinois ont pris le dessus, les intérêts américains aussi. Je veux dire, pour récupérer notre influence et des échanges intelligents et fructueux et prospères avec l'Afrique, pourquoi ne pas utiliser le siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Je ne vois pas pourquoi on filerait ça aux Allemands. Ça me dépasse. Il y a un autre élément qui fait partie de notre programme, qui est le programme de l'appel au peuple, qui est évidemment le levier de la francophonie. La francophonie, c'est 300 millions de personnes qui parlent le français. Et si vous prenez les 88 États qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est plus de 600 millions de personnes. Donc c'est non nul comme marché potentiel. Et il n'est pas du tout utilisé ou pas du tout, je dirais, valorisé par la France. Il faut savoir que l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas une initiative française du tout. C'est absolument pas quelque chose de post-colonialiste où la France a voulu faire un espèce de Commonwealth anglais. C'était pas du tout ça. C'était à l'initiative du Cambodge, de la Côte d'Ivoire et de pays qui voulaient justement être non alignés et qui estimaient que ce qui les reliait entre eux à travers la planète, c'était l'usage de la langue française. Et c'est ça qui a créé la francophonie. Ça a créé des choses comme par exemple le forum francophone des affaires, qui fait un espèce de Davos des pays francophones. C'est peut-être pas débile de participer plus activement à ça et de le développer. Les territoires qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie aujourd'hui, ils ont une croissance annuelle de 7%. D'ailleurs, il y a beaucoup de différences entre les différents États, entre le Canada et la Roumanie, il y a de grandes différences, mais entre le Canada et le Sénégal, il y a de grandes différences. Mais néanmoins, ils ont 7% en moyenne. Et nous, on est quasiment en récession. Donc c'est peut-être pas idiot d'aller voir par là, parce que ça peut être un grand levier de prospérité économique. Ils ont des ressources naturelles absolument colossales dans l'Organisation internationale de la francophonie. Avoir des accords privilégiés d'accès aux ressources au sein d'un espace économique francophone, ça me paraît plus intelligent, comme c'est une chose à développer. Pas du tout utilisé. Notre domaine maritime, on n'a pas le deuxième, on a le premier domaine maritime mondial, depuis les accords Transplac de 2022, je crois, ou 2017, je sais plus. Ce sont des accords qui ont été faits à l'ONU et qui accordent en fait à la France un domaine sous-marin qui est le plus grand au monde. Donc le domaine maritime est le plus grand au monde. Pas très loin devant les Américains, mais on est devant les Américains. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Rien du tout. Ça devrait être, enfin, je veux dire, et là, franchement, les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources qui viennent de la mer, c'est un potentiel gigantesque. On ne connaît que 10% de la biodiversité sous-marine. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire en termes médicaux, en termes scientifiques, en termes technologiques avec les ressources halieutiques, en termes d'énergie, c'est colossal. La France devrait être le centre mondial d'études et de sciences de la mer et de sciences des océans. Ça va être le centre mondial. Et justement, en s'appuyant aussi sur la francophonie qui est sur toutes les mers. Donc c'est autant de choses qui paraissent logiques comme levier de puissance pour la France, mais qui n'ont jamais été activées. Pourquoi? Alors, d'abord parce qu'on a quand même une série de gouvernants et de chefs d'État qui étaient quand même pas flamboyants, et aussi parce qu'il y a cette idée vraiment de pousser l'agenda d'États-Unis d'Europe. Et pour qu'il y ait des États-Unis d'Europe, il ne faut pas que la France soit puissante. C'est inaudible. Si la France est puissante, c'est pas les États-Unis d'Europe, c'est l'empire français. Et ça, c'est pas du tout acceptable. Ça peut pas être l'empire français. Pour les Allemands, pour les Hollandais, mettez-vous à leur place, ils n'ont pas envie de ça. Donc et les Américains ne veulent pas non plus. Donc donc il faut casser les relais de puissance français. Donc il faut qu'elle aille partager son siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec nos amis allemands. Il faut qu'elle se dilue dans une fédération européenne. Il faut qu'elle détruise son territoire maritime. Donc vous avez vu la situation à Mayotte. La situation à Mayotte, c'est un désastre. Vous prenez Mayotte, pendant 6 mois, vous en occupez vraiment, vous envoyez ce qu'il faut envoyer à Mayotte, le problème est réglé. On est en train de laisser crever nos concitoyens de Mayotte dans des conditions atroces, ils n'ont même pas le courant. C'est un scandale qu'on laisse faire ça à des Français. Enfin, je veux dire, c'est quand même des Français qui n'ont pas accès à l'eau courante depuis des années maintenant à Mayotte et qui sont submergés par des bandes de criminels complètement dingues qui arrivent des Comores. Enfin, et on laisse faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on va pouvoir dire à Mayotte,
on va tenter d'arrêter. Hein. Allez, on lui donne son autonomie puis son indépendance. Puis une fois que ça c'est tombé, ce sera la Nouvelle-Calédonie, ce sera l'effondrement des territoires français d'outre-mer. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté derrière. Et de casser la puissance française en lui enlevant son territoire maritime. Plutôt que de le développer, de le magnifier. Pareil avec la francophonie, ça n'est pas du tout. Il y a des grands discours sur la francophonie. Mais la francophonie, on a mis à la tête de la francophonie aujourd'hui, c'est, à moins que ça ait changé récemment, mais c'était une ministre rwandaise qui ne parle même pas français. Et le Rwanda qui est en train de se défranciser. Je pense que c'est pas la bonne idée. Le Rwanda qui est pas exactement le meilleur ami qui n'arrête pas de nous vomir dessus suite au génocide en nous accusant quasiment de l'avoir provoqué. Donc c'est peut-être pas la meilleure idée pour faire la promotion d'une francophonie qui soit utile à la nation française. Quand on voit la francophonie, pourquoi Yana Nakamura chanterait pour les Jeux Olympiques? Parce que Yana Nakamura, très bien, on n'aime pas, mais elle chante pas français. Elle chante un espèce de sabir incompréhensible entre de l'anglais et on comprend pas ce que c'est que le reste, mais c'est pas du français. Donc là, c'est les Jeux Olympiques en France. Il vaut mieux quelqu'un qui chante en français. Quand on parle d'artiste francophone, il faut que ce soit une artiste francophone. J'ai rien contre Yana Nakamura, elle est certainement pleine de talent. Mais simplement, c'est pas une artiste francophone, c'est une artiste qui chante du Yana Nakamura. C'est un cas à part, c'est autre chose. Et c'est une langue à part entière, le Nakamura. C'est pas du français. Donc ça, c'est aussi une attaque à la francophonie. Donc voilà. Pardon. Ah, et le fait que Macron parle en anglais dans ses rencontres diplomatiques. Oui, et puis alors ça c'est rigolo, je sais pas si vous avez vu, mais quand il est dans les rues d'Israël et qu'il y a les caméras, il essaie d'avoir un accent français à couper le couteau, un peu comme Jacques Chirac. Mais dès qu'il est dans une enceinte un peu plus close, il parle avec un bel accent américain. Oui. C'est triste, c'est évidemment triste. L'abandon du français au sein des institutions européennes, il faut savoir que le français au départ était la langue officielle de l'Union européenne, c'est le français en 1957. Puis bientôt c'est devenu le hollandais, le français, l'allemand, l'anglais je crois que c'est l'italien, mais pas l'espagnol, je suis plus un des deux. Et finalement maintenant les trois langues de travail, c'est hollandais, français, c'est français, anglais, allemand. Anglais, pourquoi? Parce que alors que l'Angleterre est sortie, parce qu'il reste l'Irlande. Bon, mais ça c'est un faux prétexte, en fait. Simplement parce que c'est l'influence anglo-saxonne est colossale de l'Union européenne. La construction européenne actuelle, l'Europe de la Commission européenne, c'est la salle de jeu de tous les lobbies internationaux. En termes d'ingérence, c'est magique. Vous pouvez pas rêver mieux quand vous êtes chinois, russe, marocain, américain, enfin, qu'on fout chilien. L'Union européenne, c'est formidable. Vous pouvez envoyer vos lobbyistes, vous allez vous acheter plein de gens là-bas. C'est un endroit qui est corrompu jusqu'à la moelle, toutes les enquêtes le démontrent. Vous avez 3000 lobbyistes américains, 900 lobbyistes allemands et 150 lobbyistes français. Vous imaginez bien qu'on ne nous entend pas beaucoup. Donc le fait qu'ils poussent la langue anglaise, oui, évidemment, oui. C'est l'Europe de McKinsey, hein, donc c'est un désastre. Donc il faut évidemment défendre de façon acharnée la défense de la langue française, pas par chauvinisme idiot, hein. C'est que la langue française aujourd'hui est parlée par 300 millions de personnes dans le monde, bientôt 700 millions de personnes. Donc ne pas favoriser la langue française, c'est comme mépriser 700 millions d'habitants. Et massivement en Afrique. Donc je trouve ça assez moyen d'empêcher de lutter contre l'usage du français dans les institutions européennes. Sachant qu'en plus en Europe, le français est la langue la plus apprise en Europe après l'anglais. Elle est parlée en Europe par 160 millions de personnes, quand même. C'est non nul, hein, le français. Hein. C'est pas que la France, hein, évidemment, il y a la Belgique et le Luxembourg. Vous avez sur le territoire européen, vous avez aussi la Suisse, donc qui n'est pas dans l'Union européenne. Et vous avez un quart des Portugais qui parlent français, vous avez 10% des Espagnols qui parlent français. Donc c'est pas comme si on demandait aux gens de parler une langue qu'ils connaissent pas. C'est pas l'allemand. Le français est très largement parlé en Europe. Donc c'est pas le néerlandais que personne ne parle à part les néerlandais. Donc là voilà, il y a une volonté d'amenuiser au maximum la puissance française. Mais il faut comprendre cette volonté, il ne faut pas entrer dans une espèce de paranoïa, c'est les Américains qui ont peur de nous, je ne sais pas du tout. Évidemment, l'Amérique ne favorise pas, au-delà du raisonnable, des voix dissonantes au sein de ce qu'elle estime être son organisation du monde. Donc quand la France avait une voix dissonante, elle lui mettait des balles dans la tête. À partir de M. Sarkozy, elle a très vite arrêté d'avoir une voix dissonante. Mais il faut savoir que ceux qui nous attaquent le plus, c'est nos petits camarades européens. Vous imaginez bien que l'Allemagne,
fait beaucoup de choses pour amoindrir le plus possible la puissance française et la compétitivité française. Imaginez bien que l'Angleterre le fait aussi, que la Hollande le fait aussi, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Ils n'ont pas envie d'avoir un voisin trop puissant, parce que ils n'ont pas envie d'être écrasés. Donc, écrasés économiquement, hein, il ne s'agit pas de militaire, ou économiquement et politiquement. Donc, vous avez que les nations européennes ne jouent pas nécessairement dans les intérêts français, parce que c'est pas leurs intérêts à eux. Donc la France travaille toujours dans l'intérêt de l'Allemagne, ça c'est la magie des élites françaises, sont obsédées par le génie allemand, on ne sait pas d'où ça vient, je ne sais pas, c'est curieux parce que... Et les élites allemandes, elles ne travaillent vraiment pas dans l'intérêt du développement français, mais vraiment pas, au contraire. La destruction du parc nucléaire français est très largement due à l'influence des Grüne, donc des Verts allemands, et des Verts français formés par les Verts allemands, eux-mêmes, les Verts, les écolos, hein, les écologistes allemands, et les écologistes français formés par les écologistes allemands étant eux-mêmes très largement formés par les services russes, par le KGB. Donc la destruction du parc nucléaire français est un magnifique exercice des services russo-allemands pour foutre en l'air la puissance française. Parce que la France avait un avantage comparatif, une compétitivité colossale par rapport aux autres industries dans le monde, et en Europe en particulier, c'était le coût de l'énergie. Notre énergie coûtait rien. On était en train de devenir l'Arabie Saoudite de l'électricité. Donc ça, il faut l'empêcher. Donc quand vous êtes une puissance comme la Russie qui a besoin de vendre son gaz et son pétrole, vous n'avez pas envie d'avoir comme concurrent la France et EDF, qui était le numéro 1 mondial de l'électricité. Donc il faut casser ça. Quand vous êtes la Russie et que vous voulez vendre vos savoir-faire nucléaires dans le monde entier, vous voulez casser la domination française sur le nucléaire. La France était le numéro 1 mondial du nucléaire civil. On était de loin devant Westinghouse, devant Rosatom, etc. Aujourd'hui, on est les quatrièmes, je crois. Je crois que les Russes sont les premiers. Hein. Les premiers sont les Russes. Parce qu'ils ont défoncé les savoir-faire français, en utilisant les écolos allemands. Donc bon, je suis pas certain qu'il y ait que les Américains qui nous ne nous veuillent pas que du bien. Donc il y a de l'entrisme, mais il y a des influences étrangères dans tous les sens. Les Chinois dernièrement viennent s'en rendre compte. Voilà. Donc je ne crois pas une seule seconde que nos gouvernants soient naïfs là-dessus. Je pense néanmoins qu'ils ne sont pas dans la défense acharnée de nos intérêts. Un peu de la trahison. Oui, clairement. Non, mais là, c'est pas un peu. Vous avez des actes de trahison caractérisés. Genre la perte d'Alstom, c'est délirant. Et c'est pas le seul cas. Hein. Astrid, l'arrêt de Super Phoenix, ça c'est M. Jospin qui a arrêté Super Phoenix. Hein, ça date pas d'hier. Les socialistes ont toujours fait les yeux doux aux écolos pour maintenir leur petite chapelle locale de mairies, de conseils régionaux, de députés, etc. C'est lamentable. Et ils ont foutu en l'air la puissance électrique française pour des petits avantages acquis locaux minables. C'est honteux. Donc mais je parle des socialistes et des écolos, mais vous avez la même chose du côté de l'UDI, là, je crois, avec les centristes de droite qui ont fait des arrangements plus que douteux avec des associations fréristes dans le 9-3 pour conserver des mairies. Vous avez une enquête comme ça d'une journaliste du Monde sur le maire et les barbares. C'est pas encourageant. La droite qui fait des accords avec les associations de grands frères, qui sont en fait des associations d'entrisme islamiste. C'est un scandale. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir un poste de conseil régional. Non, mais c'est pour avoir la présidence du département. Et on peut. Donc il faut lutter contre ça de façon acharnée. D'ailleurs, vous avez un programme pour les européennes contre. Oui, alors vous le trouverez, il est tout à fait, il est exposé sur le site de Nous le Peuple. Donc c'est nous, le-peuple.fr, donc vous avez tout le programme. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à une cagnotte, c'est très important. Maintenant que la liste a été déposée, elle est défiscalisée, donc la liste est déposée, donc tout don est défiscalisé à 60%. Vous pouvez commencer à faire des dons de 2 €, et tous les dons sont les bienvenus, 2 €, 3 €, 4 € jusqu'à... je crois que la limite c'est 4600, mais on n'a pas encore reçu de don de 2 €, parce que les élections européennes, ça coûte très cher. C'est 800 000 € le ticket d'entrée pour participer aux élections. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer les bulletins de vote. Il faut en imprimer 108 millions de bulletins de vote qu'il faut distribuer dans 70 000 bureaux de vote, parce que c'est la France, donc c'est très grand. Il faut imprimer 150 000 affiches, il faut imprimer et distribuer 52 millions de professions de foi. Donc une fois que vous avez fait ça vous avez coûté
6 à 700 000 euros, vous n'avez toujours pas fait un meeting. Hein. Et donc ça coûte très très cher. Et si vous n'êtes pas un grand parti ou si vous n'êtes pas financé par d'euros donateurs, vous faites appel à la bonne volonté publique. Donnez 2 euros, 5 euros, donnez ce que vous pouvez, et c'est défiscalisé à 66%. Et là, vous trouverez la cagnotte. On a fait une cagnotte, je ne sais pas si c'est Litchi ou autre, sur le site de Nous le Peuple, où vous avez évidemment tout le programme. Et dans le programme, vous avez la lutte contre la corruption, évidemment, puisque ça, c'est une des possibilités qu'a un parlementaire européen, c'est qu'il a justement, il a le rôle de contrôle sur les commissaires et il a le rôle de leur demander de rendre des comptes et d'aller fouiller, d'aller vérifier s'il n'y a pas eu des abus. Alors, évidemment, parmi les corrompus, vous avez aussi les parlementaires européens. Donc ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, hein, et d'ailleurs, M. Gluckman était à la tête d'une commission au Parlement européen pour la lutte contre les ingérences étrangères. Et alors, il y a 2 ingérences que M. Glucksmann n'a pas vues. Je ne sais pas comment il fait pour pas les voir, parce que alors, la grosse ingérence qu'il a vue immédiatement, c'est la Russie, la Russie, la Russie, la Russie. Mais il y a une ingérence qu'il n'a pas vue, c'est l'ingérence qatari. Ça, il l'a pas vue. Et l'ingérence américaine, il l'a pas vu non plus. Ça, c'est bizarre. Et ça, il l'a pas vu. Voilà. Donc, vous avez quand même des commissions qui font des travaux là-dessus. Et donc, oui, la lutte contre la corruption est un point essentiel. La lutte contre l'organisation, pour la lutte contre le crime organisé aussi. Bon, à l'échelle européenne, nous semble, il faut que Europol puisse permettre de mieux coordonner si Europol ne fonctionne pas, dans ces cas-là, il faut passer à la surmultiplier sur Interpol. Il faut impérativement qu'il y ait une coordination des polices européennes qui soit ultra efficace dans la lutte contre le crime organisé, particulièrement le trafic de drogue, puisque vous voyez ce qui se passe en Hollande, vous voyez ce qui se passe en Belgique, et vous voyez ce qui se passe dans certaines régions françaises, la PACA en particulier, mais plus que, maintenant c'est dans toute la France. Et ce trafic de drogue, que ce soit cocaïne, cannabis, héroïne, méthamphétamine ou autres drogues de synthèse, génère un niveau de cash absolument hallucinant, qui va participer très largement à corrompre la vie politique des États. Et une fois que cette corruption atteint un certain niveau, il y a un effet de cliquet, où pour revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. Donc il faut arrêter tout de suite cette explosion du narcotrafic, qui est très largement d'ailleurs portée par des mafias marocaines, algériennes. On sait maintenant on sait de façon certaine que le trafic de drogue dans la région PACA est tenu, je crois, par 5 familles algériennes qui ne sont pas sur le sol français. Donc ça va pas du tout. Là, il faut qu'il y ait des accords avec l'État algérien là-dessus. On sait que la Mokro Mafia, vous savez, qui a menacé de mort le Premier ministre néerlandais et qui a menacé de kidnapper la fille du roi de Hollande, la Mokro Mafia est une mafia marocaine. Là, il devrait y avoir des accords avec ces pays, avec les chefs d'État de ces pays pour mettre fin à ces trucs-là. Ça colle pas, donc ça va pas. Il y a évidemment les mafias albanaises, les mafias italiennes, les mafias internes à nous. Il y a des mafias corses, des mafias hollandaises, il y a des mafias allemandes, évidemment. Et tout ça, il y a des mafias irlandaises, il faut lutter contre ce truc-là. Il faut lutter de façon acharnée contre ce truc-là. Et parce que ça participe à la corruption de la vie politique et donc à la dégradation de la vie publique et de la justice sociale, de façon certaine. Donc le crime organisé devrait être la lutte contre le crime organisé est une priorité. Il y a plein de priorités, mais je suis désolé, un État comme la France est capable de gérer plusieurs priorités en parallèle. Donc évidemment la lutte contre l'immigration, il faut que l'immigration soit contrôlée et drastiquement contrôlée. Lutte contre la criminalité organisée de façon ultra ferme, même ultra violente d'ailleurs. Lutte contre l'entrisme frériste et musulman et islamiste, qui est un cancer extrêmement dangereux, qui est en train de bouffer toute l'Europe. Et là, on a l'impression que, mais attention, que vous en parlez, oh là là, mon Dieu, vous êtes un infâme raciste. Mais d'où? Pourquoi est-ce que c'est raciste de lutter contre une idéologie portée par un extrémisme religieux, en l'occurrence islamiste? Là, c'est pas un extrémiste bouddhiste, c'est pas un extrémiste chrétien, mais il y a un extrémiste chrétien aussi qui est en train d'arriver. Hein. Il faut voir le rôle de l'évangélique, ce ne sont pas de l'évangélisme. Le rôle parce que là, c'est à nouveau pareil, pas d'amalgame, mais bon, les évangéliques commencent à arriver en force. C'est un truc anglo-saxon, les évangéliques, ça nous arrive directement des États-Unis, en passant soit par l'Afrique, soit par l'Amérique du Sud, soit directement par des États-Unis. Et là, c'est pas Jojo non plus. Donc ça aussi, c'est en train d'arriver. Il faut lutter contre tout ça. Il faut pas se laisser bouffer par ces réseaux et ces gaz toxiques qui sont en train de pourrir la vie des Français et des Européens. Et on a les moyens de lutter contre ça. Donc faisons-le. Oui. On a plusieurs questions du public.
Oui, il y en a une qui est assez drôle. On a un Québécois ici. Il demande que pensez-vous du Québec et seriez-vous favorable à son rattachement à l'Europe? Moi, je suis surtout favorable à l'indépendance du Québec. Je suis un indépendantiste québécois qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas parce que je suis français. Et moi, je suis très favorable à l'indépendance du Québec. Et le Québec est un partenaire commercial absolument majeur pour la France. Et le Québec est un très très bon exemple d'ailleurs de relations d'affaires francophones réussies, puisque beaucoup de sociétés françaises s'implantent au Québec. Et grâce à ça, on est porte d'entrée sur le marché américain. Et ça marche très bien. Et à l'inverse, il y a des sociétés québécoises qui s'implantent en France. Et moi, je pense qu'un Québec indépendant, membre de l'Union européenne, c'est tout à fait pour. Tout de suite. Je suis pas pour l'élargissement européen, à l'exception du Québec. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il faut réduire Enfin bon, moi, je suis pour qu'il n'y ait plus cette Union européenne-là. L'Union européenne de la Commission de Bruxelles devrait être remplacée par une autre construction européenne dans laquelle il y ait des membres qui soient au cœur de tout ça, qui soient les membres principaux, Allemagne, Hollande, France, Italie, Espagne, et Angleterre si possible, mais je pense qu'ils n'y reviendront plus, mais voilà. Et ensuite des membres associés, puis après des membres partenaires, etc., etc. Je pense qu'il faut une Europe un peu concentrique, et avec évidemment des chefs d'État qui ont plein pouvoir sur leur propre pays, mais qui se font entre eux des délégations de pouvoir sur des sujets comme certains marchés, la défense, la diplomatie, etc., etc., où on se met d'accord, ou on se met pas d'accord, et si on se met pas d'accord, on le fait pas ensemble. Et le Québec, je pense, aurait toute sa place dans une construction comme celle-là. Oui, moi, je trouve que. Ah oui, dans le cadre d'une restauration du régime impérial, pour vous, quel serait le meilleur candidat? Ah bah, il y en a qu'un seul. Si vous voulez restaurer le régime impérial, il y en a qu'un seul, c'est le prince Napoléon, Jean-Christophe Napoléon Bonaparte. Il n'y a pas de, il y a pas de plan B là-dessus. C'est lui l'héritier. Et dessus, justement, que pensez-vous du fait qu'il se trouve en Angleterre? Bon, c'est son droit le plus strict, s'il a envie d'être en Angleterre. Vous savez, comment ça s'appelle sous le Second Empire, on a eu une alliance, un partenariat et une alliance très forte avec le Royaume d'Angleterre pendant tout le Deuxième Empire. La famille impériale, donc Napoléon III, le prince impérial et l'impératrice Eugénie ont été accueillis par la reine d'Angleterre Victoria après la défaite de Sedan. Et la famille impériale, donc Napoléon III, Eugénie et le prince impérial sont enterrés en Angleterre. Donc moi, j'ai plus de sympathie pour des alliances avec l'Angleterre qu'avec l'Allemagne. Les alliances avec l'Allemagne, d'abord, il y en a pas eu beaucoup, et l'Allemagne, elle est beaucoup moins. Enfin, je pense qu'il y a il y a dans la logique allemande quelque chose de, il y a une forme de suprémacisme allemand il n'y a pas de suprémacisme anglais anti-français. Ils considèrent pas les Français comme des géos de Club Med. On se fait des blagues entre nous, les roast beef, les froggies, etc., etc. Mais on se méprise pas mutuellement. Je pense qu'il y a une forme de mépris de la part des Allemands vis-à-vis des Français, qui est pas le même. Donc moi, je pense qu'une alliance avec l'Angleterre me paraît quelque chose de tout à fait, intelligent à faire. Et que Jean-Christophe Napoléon Bonaparte soit basé en Angleterre, bah écoutez, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est pas le mien. Hein. Je souris parce que l'expression employée, c'était perfide Albion. Vous approuvez le terme? Évidemment, bien sûr, la perfide Albion, bien sûr. Perfide Albion. Que pensez-vous de la crise démographique française et quelles solutions y donneriez-vous? Oui, le fameux besoin de réarmement démographique. Écoutez, moi qui suis papa d'un petit garçon, parmi les solutions il faut déjà inciter les Français pour inciter les Français et les Françaises à faire des enfants, il faut que les structures d'accueil de la petite enfance soit beaucoup plus, enfin, qu'il y ait beaucoup plus de disponibilité. Vous n'avez pas de place en crèche, avoir une assistance maternelle, c'est extrêmement difficile. Elles ont des horaires qui ne correspondent pas forcément à vos horaires à vous. Vous avez des horaires de travail qui n'ont pas matché avec le rythme d'un enfant. Donc, il y a toute une réadaptation à faire sur la gestion de la petite enfance et le soutien aux jeunes parents et aux parents. Il faut augmenter de façon certaine les aides aux parents. C'est François Hollande qui a initié la mort démographique française en faisant sauter les allocations familiales, soi-disant aux plus riches. C'est pas aux plus riches, hein, à partir d'un niveau de revenu qui est très faible, vous n'avez plus d'allocations familiales. C'est absolument inacceptable. On met d'où? Enfin, je veux dire, c'est complètement débile. Vous faites des enfants, vous devez avoir les mêmes allocations familiales que tous les autres qui font des enfants.
Donc il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas. Donc je pense que ça, effectivement, aider le fait qu'il y ait des crèches en entreprise, c'est-à-dire fiscalement faire des incitations fiscales aux entreprises pour qu'elles créent des crèches. Il faut payer correctement les assistantes maternelles, il faut payer correctement les personnels de crèche, il faut payer correctement les pédiatres. Il faut qu'il y ait plus de pédiatres. Il faut qu'il y ait des capacités de lits dans les hôpitaux pédiatriques qui soient démultipliées. Il faut payer les gens. Enfin, c'est très difficile de bosser avec des enfants. C'est épuisant, c'est crevant. Donc quand vous êtes une employée ou un employé dans une crèche, vous finissez votre journée, vous êtes lestivé. Et vous gagnez quoi? Le SMIC? C'est un scandale. En plus, quand vous bossez dans une crèche à Paris, vous pouvez pas habiter à Paris. Donc parce que vous n'êtes pas assez payé pour pouvoir habiter à Paris. Donc vous faites des heures de transport dans des conditions maintenant de plus en plus difficiles parce que le RER, tout ça, c'est devenu très, très pénible de prendre les transports en commun en Ile-de-France ou dans les grandes agglomérations. Et si vous n'êtes pas dans une agglomération, vous avez besoin de votre voiture. Une voiture, ça coûte très cher. L'assurance, l'essence, la maintenance de la voiture, tout ça coûte des fortunes. C'est pas avec un SMIC que vous en sortez. Donc il faut payer correctement les personnels de crèche et les personnels associés à la petite enfance. Il faut évidemment des lits d'hôpitaux. Moi, je dirais quand mon fils faisait des bronchiolites, enfin, vous connaissez une grosse angoisse, c'est le moment où si vous devez l'emmener à l'hôpital, c'est la panique, hein, parce que on est en France où il n'y a plus assez de lits pour les enfants. Donc vous avez des enfants, on est dans un pays où les bébés peuvent mourir de bronchiolite. La France, la petite, ça. Et on n'est pas, ça colle pas quoi. C'est pas la Somalie, bordel de merde, c'est la France. Donc les bébés ne devraient pas pouvoir mourir de bronchiolite en France. On devrait avoir des capacités d'accueil dans les hôpitaux. Et pour ça, à nouveau, il faut mettre les moyens, il faut payer correctement les infirmières, il faut payer correctement les pédiatres, il faut payer correctement. Enfin, c'est quand même pas impossible. Merde, on l'a fait pendant des dizaines d'années, d'un seul coup on fait plus. Donc avec tout ce qu'on paye comme impôt, non, il y a un truc qui va pas. Donc il y a une grosse partie des impôts qui sont de la redistribution inefficace. C'est vrai, on fait des chèques pour le carburant, on fait des chèques pour la voiture, on fait des chèques pour le truc. Ça sert à rien. Ça. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc payer correctement les fonctionnaires qui ont des qui ont des fonctions absolument vitales dans la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire la police, les juges, les profs, les soignants, les gens qui sont au contact de l'enfance, enfin, tout ça, c'est des gens qui devraient être beaucoup mieux payés. C'est pas normal qu'on les paye aussi mal. Donc voilà, pour moi, si vous voulez relancer la démographie, vous améliorez l'accès, enfin l'aide à la petite enfance, et pour ça, il faut effectivement investir. Et malheureusement, avec la gestion cataclysmique depuis maintenant de nombreuses années, mais depuis au moins 7 ans, depuis le premier septennat d'Emmanuel Macron, la gestion est absolument désastreuse. Oui, on ne voit pas comment on va faire pour payer plus les infirmières. Donc quand il relance un réarmement démographique, c'est très gentil, mais on ne voit pas très bien comment il va faire. Existe-t-il aujourd'hui un système autant basé sur la méritocratie que l'a pu le Premier Empire? Non, c'est fini. Terminé. Le